Bonjour à tous. Chaque mois, sans même qu'on s'en rende compte, une histoire biologique absolument fascinante se déroule. C'est une chorégraphie d'une précision incroyable qui prépare le terrain pour la vie. Aujourd'hui, on va suivre ensemble l'épopée d'un ovocyte. Et croyez-moi, c'est un voyage qui vaut le détour. Voilà la grande question qui va nous guider. Comment une telle mécanique, une telle coordination est-elle possible ? Eh bien, c'est un petit mystère de chimie, d'hormones et de timing parfait qu'on va décortiquer ensemble, étape par étape. Ok, alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour bien comprendre, il faut d'abord poser le décor, voir qui sont les acteurs principaux de cette histoire. On a bien sûr l'utérus, les trompes de Fallope, et puis, au cœur de toute l'action, les ovaires. C'est de là que tout part, de ces petites structures qui sont de véritables centrales électriques. Et justement, les ovaires, ce ne sont pas juste des figurants. Non, ce sont des organes absolument centraux qui ont plusieurs casquettes. En fait, ils jonglent avec deux missions vitales, deux rôles complètement différents, mais parfaitement synchronisés. Pour faire simple, les ovaires, ce sont les gonades féminines. Leur job, ils le font de la puberté jusqu'à la ménopause. Et ce job, il est double. Ils ont une fonction dite exocrine et une autre endocrine. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? L'analogie s'y est parfaite pour comprendre. D'un côté, on a l'ovaire qui fonctionne comme une usine ultra spécialisée. Sa mission exocrine, fabriquer, faire grandir et puis libérer son produit fini, l'ovocyte. Et de l'autre côté, c'est un vrai quartier général, un QG hormonal. Sa mission endocrine, c'est de tout piloter en sécrétant des hormones. C'est cette double casquette qui rend cet organe si fascinant. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, concentrons-nous sur le vrai héros de notre histoire, l'ovocyte. Son parcours, ce n'est pas une promenade de santé, c'est plutôt une compétition féroce où, à la fin, il n'en restera qu'un. Et ça, c'est un point absolument crucial à comprendre. Le stock d'ovocytes, il est limité. Il est même fixé avant la naissance et il ne se renouvelle jamais. Jamais. Chaque ovocyte est donc incroyablement précieux et cette réserve diminue forcément avec le temps. Ça rend chaque cycle encore plus remarquable. Le développement de cet ovocyte, on peut le voir comme une pièce de théâtre en 3 actes. D'abord, le recrutement, une poignée de follicules, qui sont les petites bulles qui protègent les ovocytes, se réveillent et commencent à grossir. Ensuite vient la sélection. Parmi eux, un seul est élu. Et enfin, la dominance, cet élu prend toute la place, il grandit à une vitesse folle et prépare le terrain pour le grand final. Ce schéma illustre ça à la perfection. C'est une sélection vraiment impitoyable. Au départ, on a plein de candidats, les follicules primordiaux. Mais à la fin de la course, il n'en reste qu'un seul, le follicule dominant. Tous les autres, eh bien, ils régressent, ils disparaissent. On appelle ça l'atrésie. C'est une sorte de Koh-Lanta à l'échelle microscopique. Alors, comment tout ça est-il contrôlé ? Passons dans les coulisses. Parce que bien sûr, rien de tout ça n'arrive par hasard. C'est un véritable orchestre hormonal, parfaitement réglé, qui tire toutes les ficelles. Chaque étape est dictée par des messagers chimiques. Au cœur de cet orchestre, on a 2 hormones ovariennes qui sont les véritables stars. D'un côté, l'œstrogène, et plus précisément l'estradiol. Lui, c'est le bâtisseur, c'est lui qui dit à la paroi de l'utérus « Allez, on s'épaissit ». De l'autre côté, on a la progestérone. Elle, c'est le préparateur. Son rôle, c'est de rendre cette paroi super accueillante, un vrai petit nid douillet, au cas où. Mais attention, le rôle des œstrogènes ne s'arrête pas là. Ils ont une influence bien plus large sur tout le corps. Ils participent au développement à la puberté, ils sont importants pour la santé des os, pour le métabolisme, et ils influencent même la peau, les cheveux ou l'humeur. Bref, une hormone vraiment multicasquette. Pendant que les œstrogènes font leur travail de bâtisseur, notre follicule dominant, lui, a fini sa croissance. Il est mature, il est gonflé à bloc, on peut dire, et l'ovocyte à l'intérieur n'attend plus qu'une chose, le signal pour le grand saut. Le suspense est vraiment à son comble. La question est simple. Quel est le signal ? Qu'est-ce qui va donner le top départ pour que ce follicule libère enfin son précieux passager ? Eh bien la réponse, elle est là, dans ce ballet hormonal parfaitement orchestré depuis le cerveau. On a eu la FSH, qui a stimulé la croissance du follicule depuis le début. Mais le véritable feu vert, c'est cette vague immense, ce pic spectaculaire d'hormones lutéinisantes, la LH. C'est cette décharge massive juste avant le jour 14 qui est le signal ultime du cerveau qui dit « c'est maintenant, on libère l'ovocyte ». Et voilà, c'est le point culminant du cycle. Suite à ce pic de LH, le follicule se rompt, c'est l'ovulation. L'ovocyte mûr est expulsé de l'ovaire et il est immédiatement capté par la trompe. C'est l'événement clé, le moment tant attendu. Ok, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, l'ovocyte, les hormones, la réaction de l'utérus, on va tout assembler. On va regarder la vue d'ensemble, ce chef-d'œuvre mensuel qu'est le cycle de 28 jours. Ce graphique, c'est un peu notre feuille de route. Il résume tout. En haut, on peut suivre ce qui se passe dans l'ovaire avec le follicule.
En bas, on voit comment réagit l'utérus. Et au milieu, les chefs d'orchestre, les hormones. On voit très bien ce dialogue permanent entre les hormones du cerveau, la FSH et la LH, et celles de l'ovaire, les œstrogènes et la progestérone. Tout est parfaitement synchronisé. En fait, on peut diviser le cycle en deux grandes parties. D'abord, la première moitié, des jours 1 à 14. C'est la phase folliculaire. Elle est dominée par les œstrogènes qui font grandir le follicule et la paroi de l'utérus. Et puis, pile au milieu, l'ovulation. Ensuite, on entre dans la deuxième partie, des jours 14 à 28, la phase lutéale. Là, c'est la progestérone qui prend le relais pour maintenir cette paroi bien en place. Mais d'où vient toute cette progestérone ? C'est là qu'il se passe un truc assez génial. Après l'ovulation, ce qui reste du follicule n'est pas jeté. Au contraire, il se transforme, il se métamorphose en une nouvelle petite structure qu'on appelle le corps jaune. Et ce corps jaune, c'est une usine à hormones temporaire dont la mission principale est de produire de la progestérone en masse. Et c'est là que tout se joue. S'il n'y a pas eu de fécondation, ce corps jaune, il a une durée de vie limitée. Au bout d'un moment, il dégénère et du coup, la production d'hormones s'effondre littéralement. C'est cette chute brutale d'œstrogènes et de progestérone qui va déclencher l'élimination de la muqueuse utérine, les règles, et qui va donner le signal au corps qu'il est temps de repartir pour un nouveau cycle. La boucle est bouclée. On vient de voir une mécanique d'une précision absolument incroyable, une véritable horloge biologique et chimique qui se régule toute seule. Mais cette perfection, c'est aussi ce qui la rend fragile. Ce qui nous laisse avec une dernière question en suspens. Que se passe-t-il quand ce timing si délicat, quand cette conversation hormonale si subtile est perturbée ?